Bienvenue à tous dans ces locaux du CNRS qui nous accueillent je suis particulièrement ravi avec mes collègues et amis qui avons participé à l'organisation de ce colloque de vous souhaiter la bienvenue. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que l'intérêt de ce colloque vous semble évident. Il s'agit, pour reprendre les termes de l'appel à proposition, de croiser les genres entre trois champs, trois domaines qui entretiennent des rapports parfois compliqués, on le verra, à savoir la fiction, l'information et ce que j'appellerais la réalité du travail et de l'organisation policier. Pourtant, le croisement de ces trois domaines est à la fois quelque chose d'évident et de non évident. Alors je parlerai tout d'abord du non évident. Pour le sociologue comme moi qui suit depuis longtemps l'organisation policière, qui s'attache à rendre compte de la réalité du terrain et à analyser les pratiques, la description qu'on trouve de cet univers policier dans les médias et dans les œuvres de fiction suscite souvent de l'ironie amusée, de l'agacement, voire du rejet. C'est d'autant plus fort que quand on regarde tant l'univers de l'information que celui des fictions, le métier de policier est certainement celui qui occupe la première place. Il suffit de regarder les programmes de télévision, d'ouvrir son journal. On voit bien comment l'univers policier occupe une place très importante. Alors, il y a un certain nombre de sujets qui sont particulièrement irritants. J'en donnerai quelques exemples rapidement puisque le temps est limité. Quand on analyse le fonctionnement de la police au quotidien, on voit que ce qui est repris dans les médias, ce qui sert de base à la fiction, les événements, l'affaire, les grands criminels, les enquêteurs qui mènent à bien des dossiers complexes, finalement c'est l'exception dans le quotidien policier et que très souvent on a plus à faire quand on travaille sur la police, quand on passe son temps dans les commissariats à de la routine, de la bureaucratie, du papier et les policiers plus qu'à des affaires prestigieuses et à des délinquants très chevronnés, ont plus souvent affaire à la misère humaine. Et je dirais du point de vue du sociologue observateur de terrain, s'il y a des héros policiers, souvent ce sont des anonymes qui règlent des situations plus que des héros de cinéma qui se promènent des armes à la main. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ces gens-là ne sont pas confrontés aux dangers au quotidien. Un autre exemple de sujet irritant, c'est quand on regarde les relations police-jeunes dans les quartiers difficiles. Ces deux groupes sont deux groupes antagonistes. On parle de haine, de tension, d'affrontement, de violence, mais les deux groupes sont d'accord sur un point, l'image qui est donnée des banlieues à travers la presse, à travers souvent la fiction, c'est une image tronquée et en plus ça aiguiserait les problèmes des banlieues. C'est souvent le discours qu'on a à la fois quand on parle avec les policiers et qu'on parle avec les jeunes. Et puis, parfois on se demande si ça ne vient pas mettre de l'huile supplémentaire sur le feu. Et puis, un autre sujet d'agacement auquel j'étais particulièrement confronté ayant travaillé sur la façon dont les statistiques policières étaient utilisées, c'est cette fascination qu'ont pu avoir les médias devant les statistiques policières, comment, à l'occasion de modes, de plans communication du ministère de l'Intérieur, il y a un certain suivisme par rapport à ce qui peut être donné. Et quelque part, pour reprendre les mots de Jean-Paul Broder, sociologue canadien de la police, le sociologue participe à la remise en cause des mythes policiers. L'un des effets qu'il produit, c'est de casser ces images qui sont données par les médias et la fiction et de balayer ce savoir commun sur la police qui est partagé dans la culture populaire. Et à côté de l'image et de l'imaginaire, il y aurait donc une réalité, un réalisme qui seul compterait. Mais en même temps, évidemment, si je suis là, c'est que je ne me limite pas à cette position de rejet, c'est qu'une telle posture, une telle mise à distance de la fiction, de l'information, qui serait complètement des objets en dehors de la sphère policière et celle des relations entre la police et le public, c'est une position qui n'est pas tenable, à mon avis, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que
comme le disait Jean-Paul Broder, la police, comme d'autres institutions, elle fonctionne aussi sur les mythes qu'elle produit par rapport à l'extérieur, sur l'image. Elle capitalise sur l'image qui est donnée d'elle dans la fiction. Aussi bien le policier à titre individuel, ça lui permet de se construire une image vis-à-vis de l'extérieur, et puis même par rapport aux institutions policières, pour asseoir leur pouvoir, ils peuvent prospérer sur l'image de puissance qui est donnée à travers les séries policières, à travers la fiction et même à travers les médias. Autre raison, c'est que quelle que soit leur qualité, les informations sur la police, sur la sécurité en général, ont un effet très clair sur le sentiment d'insécurité du public. On a pu le mesurer, le voir. Aussi sur les attentes de ce public vis-à-vis de la police, sur les rapports que peuvent avoir les personnes avec la police, alors aussi bien pour le bon et pour le mauvais. Et on le voit par exemple quand on voit des gens qui demandent aux policiers leur mandat de perquisition parce qu'ils sont influencés par les séries américaines. Et puis on voit bien aussi comment le jeu politique, qui a une influence sur le fonctionnement policier, est influencé et influence en retour les aspects médiatiques. On l'a très bien vu en France, notamment dans la campagne présidentielle de 2001 et l'utilisation des questions de sécurité. Dans une certaine mesure en 2007, puisque le ministre de l'Intérieur a été élu président en grande partie sur son bilan, tel qu'il avait été analysé. Et on voit bien comment aujourd'hui aussi, on entend, je lisais hier dans les médias, comment l'opposition a décidé d'attaquer le gouvernement sur les thèmes de la sécurité parce qu'il n'est pas satisfait de l'image qui en est donnée. Et Claire Secaille a bien montré comment la montée des thèmes sécuritaires à la télévision en particulier était quelque chose d'important par rapport à cette inscription sur l'agenda politique, et ça se répercute sur le fonctionnement de la police aussi. Évidemment, les institutions savent, je l'ai dit tout à l'heure, jouer sur la communication pour influer sur leur image. On a du média training, de la mise en scène de choses, des services de communication de plus en plus étoffés et élaborés. On l'a vu très clairement aussi au ministère de l'Intérieur. Mais on voit aussi que ces institutions peuvent jouer sur les œuvres de fiction. On l'a vu notamment en France, comment la gendarmerie a pu participer à l'élaboration d'une série télévisée. Donc là aussi, on voit bien cette imbrication. Et si on va au niveau individuel des policiers, ces policiers sont eux-mêmes fascinés par l'héroïsation de leurs fonctions, tout en étant en même temps agacés, gênés parfois par l'image qui leur est accolée et qu'ils doivent gérer ensuite. Alors on le voit bien dans leur attitude, comment, ayant travaillé sur certaines polices américaines, on a des policiers américains qui imitent jusqu'au tic de langage certains héros policiers qu'on voit dans des fictions. Bon, Michael Meyer a bien montré comment il y avait un impact sur les policiers, de la façon dont les policiers pouvaient être représentés au cinéma, et comment les policiers dans la rue se sentent parfois influencés par ce genre de choses. Les policiers aussi, dans les rapports à leurs interlocuteurs, sont obligés de tenir compte de cette image de la police, avec le problème à gérer qui est parfois il y a des attentes du public qui sont complètement décalées par rapport à ce que le policier peut faire, dans les deux sens d'ailleurs. Soit parfois certains imaginent que le policier peut user facilement de la violence et du coup peuvent avoir peur ou au contraire avoir de la haine vis-à-vis de ces policiers parce qu'ils voient l'image du policier américain qui dégaine, qui tire, etc. Soit parce que les citoyens place dans la police des espoirs en croyant que la police est omnisciente, omnipotente, qu'elle a tous les pouvoirs, toutes les possibilités, et que finalement elle demande trop aux policiers, pauvre policier de terrain qui doit gérer tout ça alors qu'il a finalement des moyens beaucoup moins puissants. On voit aussi comment les policiers, dans leur rapport à l'écriture, Frédéric Octeau, en travaillant sur les commissaires, consacre une grande partie de son bouquin à décrire comment les policiers se mettent en scène, les commissaires de police en particulier, à travers l'écriture de leur mémoire, l'écriture, et on voit bien comment il y a toute une tradition de policiers, commissaires qui se mettent en scène, mais il faut aussi toute une batterie médiatique entre la fiction, la non-fiction, la médiatisation, pour faire aussi une carrière de grand flic entre guillemets.
Et puis, l'un des problèmes aussi qu'on voit, c'est quand on se pose la question de la formation et de la motivation des policiers, pourquoi ils rentrent dans la police, et on en discutait il n'y a pas très longtemps avec des gens de la formation de la police nationale, c'est que finalement on ne peut pas recruter des policiers en leur vendant l'image de la réalité au quotidien, hein, les images de la routine, celles que quand Michael voulait prendre des photos des policiers, il avait le plus de problèmes à prendre. C'est pas dans l'action que les policiers ne voulaient pas être pris en photo, c'était plutôt quand ils étaient derrière leur pile de papier et leur ordinateur. Et finalement, les gens de la formation expliquent très bien qu'on ne peut pas recruter des jeunes policiers là-dessus, donc on les recrute aussi en jouant sur toute cette image, toutes ces images qu'on donne, hein, fiction, non-fiction, médias. Et puis, tout le boulot des gens, des policiers en place ou des gens qui s'occupent de la formation va être de désapprendre, de leur faire désapprendre cette image et de les socialiser à des réalités qui sont très différentes. Et on voit bien comment il y a un jeu sans cesse très complexe entre je me sers de ça pour attirer des gens, c'est l'image vous allez être policier, et que quand on fait des campagnes en disant aux policiers vous allez être recrutés pour aider les personnes âgées à traverser la rue ou à faire où vous allez faire de la procédure du papier, ça n'excite personne et on ne recrute pas. Et puis finalement les critiques que j'évoquais tout au début sur la simplification et la caricature que peuvent présenter les médias ou la fiction ne sont pas ou ne sont plus généralisables, puisqu'on voit comment notamment les journalistes, après avoir été en grande partie fascinés par la police, un peu dans une logique d'embeddedness, on parle de ça pour l'armée, vous savez, les journalistes qui sont embarqués dans les patrouilles militaires pour avoir l'impression d'être dans l'action, mais en même temps ils sont pris en main par l'institution. On a vu comment au début des années 2000, beaucoup de services de police ont joué à ça, et on voyait bien comment le même phénomène de assimilation aux personnes qui vous prennent en charge se jouait dans la police. On voit que maintenant de plus en plus de reportages, de documentaires s'intéressent à déconstruire la réalité policière et à ne plus analyser le malaise policier, à ne plus se contenter d'analyser ce malaise policier qui est assez fort en France actuellement en tout cas, uniquement du point de vue du policier, mais à chercher à mettre ça en perspective, à montrer justement que le policier n'est plus le héros qui fait face à tous les problèmes de la société, mais qu'il est lui-même dans une organisation complexe, qu'il a des faiblesses. Et puis c'est aussi le cas finalement dans la fiction, hein, qui participe aussi à cette démythification. Ce sont toutes les séries américaines, type The Wire, The Shield, hein, qui sont beaucoup plus réaliste que ne pouvaient l'être certaines séries avant, et qui nous donne finalement une image assez fidèle de ce qui se passe dans les commissariats. Je dirais que dans la fiction française, quand on voit des films comme L627 de Bertrand Tavernier ou Le Petit Soldat de Xavier Beauvois, pour prendre des films à des étapes différentes dans le temps, on voit que ça raconte des histoires, mais en même temps ce sont des descriptions sociologiques très fidèles, et d'ailleurs avec la participation de policiers souvent dans les scénarios. Et puis, on voit bien comment d'ailleurs l'image, il y a des manipulations d'images avec le développement de la vidéosurveillance, avec le fait, j'étais il n'y a pas longtemps dans des commissariats, les policiers se rendent compte qu'ils sont filmés en permanence, parce que n'importe qui avec un téléphone peut les filmer. Et comment ça va évidemment rétroagir sur leur fonctionnement. Donc il y a une porosité entre ces trois genres, ces trois champs, et c'est pour ça qu'il nous a paru important d'organiser ce colloque, d'essayer de fixer un peu ces idées. Alors je ne vais pas détailler tout le programme, hein, vous l'avez devant les yeux. Vous voyez qu'on a essayé d'être très large, hein, de prendre tous les aspects, toutes les entrées, hein, puisque c'est quelque chose de phénomène circulaire avec les médias qui influencent la police qui influence la fiction qui influence les deux autres. Et c'est vraiment dans un souci de briser les frontières, hein, entre les trois genres, mêler sociologie de la police, sociologie des médias, sociologie de la fiction, et puis histoire, enfin d'autres domaines. Et puis aussi en brisant d'autres frontières qui est celle entre chercheurs et professionnels, puisqu'on a eu le souci, à travers un certain nombre de débats notamment, d'associer des journalistes, des professionnels policiers ou magistrats à cette réflexion.
Et puis la frontière géographique est éclatée, puisque si vous regardez le programme, vous voyez que beaucoup de pays sont représentés. Donc on a 2 journées très riches, avec en plus une soirée de débat qui promet d'être intéressante, ce qui ne veut pas dire que les journées de débat ne le seront pas, et de présentation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque, et notamment Corinne et Isabelle, qui ont été la colonne vertébrale de l'organisation. Dans les détails pratiques, j'insisterai sur la nécessité de respecter les horaires, puisque nous avons été très gourmands. Nous avons préféré prendre beaucoup de présentations qui nous paraissaient particulièrement intéressantes. La contrepartie, c'est la limite de temps qu'on connaît tous dans les colloques, qui sera frustrante, agaçante. Bon, mais voilà, c'est le jeu. Et donc, on demandera au président de séance d'être particulièrement sévère là-dessus. Vous avez un accès Wi-Fi, détail très pratique, qui est le numéro inscrit sur la carte magnétique qu'on vous a remis à l'accueil. Voilà. Ben, je nous souhaite à tous 2 journées intéressantes, mais là j'ai peu de doutes là-dessus.